Bonjour, l'émission que vous allez écouter a été tournée il y a un peu plus d'une semaine, donc c'est possible que toutes les informations ne soient pas à jour, mais je pense que vous allez quand même aimer. Bonne écoute. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première émission d'Actualis. Je suis Baptiste et je serai le présentateur de cette émission, mais heureusement pour vous, je ne serai pas tout seul sur cette émission. On est une grande, très grande équipe. Aujourd'hui, je suis accompagné de 4 personnes. À ma gauche, nous avons Mathilde. Bonjour tout le monde. Et Brian. Salut tout le monde. Et à ma droite, nous avons Angélique. Bonjour tout le monde. Et Maxime. Salut. Alors évidemment, nous ne sommes pas seuls, on est 14 au total, rien que ça, et vous aurez l'occasion de découvrir tous les chroniqueurs et toutes les personnes au fur et à mesure des émissions. En parlant des émissions, comment ça va se passer ? Alors vous aurez le droit à 2 doses d'Actualis par semaine. La première, c'est une émission où on va parler plutôt d'actu, c'est celle-ci, et on va essayer de pas trop vous prendre la tête, ça risque d'être plutôt léger, sympa, et on va taper sur quelques personnes de temps en temps. La deuxième émission, ce sera un peu moins d'actu plutôt, et une thématique plus précise où vous aurez l'occasion de découvrir ça d'ici peu. A chaque fois, ça durera plus ou moins une demi-heure, juste de quoi vous divertir sur votre trajet, ou de vous faire une petite pause tranquille. On va commencer par notre petit tour d'actu. Ce qui a retenu l'attention de nos chroniqueurs cette semaine, c'est les moments de la rédac. On va commencer notre tour de table par Maxime, notre technophile qui va nous parler de smartphone alors qu'il s'est fait voler le tien il y a quelques jours. Alors Max, est-ce que ces futures sorties vont pouvoir remplacer ton téléphone ? Alors pas tellement parce que moi je préfère les iPhones, mais bon. C'est la semaine prochaine, le 11 février, qu'on pourra suivre la conférence Unpacked de Samsung. Sauf énorme surprise, le constructeur coréen devrait annoncer ses nouveaux smartphones phares. Après les Galaxy S, S2, S3 jusqu'à S10, en toute logique on devrait voir arriver le S11. Ouais. S20. Vous êtes fort quoi. Je vous laisse Incroyable. faire vos pronostics sur la raison de ce changement, on imagine qu'ils expliqueront au cours de cette conférence. Comme l'année dernière, on devrait avoir 3 smartphones estampillés S20, à savoir le S20 tout court, le S20 Plus et le S20 Ultra, qui serait le tout nouveau modèle avec un écran géant, accrochez-vous bien, de 6,9 pouces. Le S20 Ultra devrait embarquer... Compte pas tes pouces, Baptiste, ça sert à rien. C'est 17 cm, t'imagines le truc ou quoi 17 Ah bah. cm. Ça Oui, rentre tablette. pas dans ta poche, c'est incroyable. Ah, c'est énorme, hein. Ouais. Et il devrait embarquer parmi les meilleurs appareils photo du marché, ainsi que ce qui se fait de mieux en termes de composants. À l'heure actuelle, il se pose aussi la question de la compatibilité 5G. On imagine que ce sera le cas dans la mesure où le S10 avait déjà un modèle 5G. Reste à savoir seulement si tous les modèles seront 5G ou si certains d'entre eux ne seront que 4G. Aucun prix n'est encore connu pour le moment, mais tout porte à croire qu'on va rester sur la même gamme de prix que la génération précédente, entre 700 et 1300 euros. Mais le clou du spectacle, la star de la conférence, ça devrait être le Galaxy Z Flip. Vous avez aimé le Galaxy Fold, ce smartphone se dépliant pour laisser place à une grande tablette ? Vous allez adorer le Z Flip. Le nouveau smartphone pliant de Samsung se pliera cette fois à la verticale, comme le montre une vidéo diffusée sur Twitter dans la semaine. Alors si l'innovation repose sur son écran pliable, ses spécificités devraient, elles, être comme celles de l'année dernière, donc un peu en dessous des autres modèles présentés. On va pas se mentir, c'est pas ça qui va nous empêcher de dormir. Et ça donne quoi au niveau des prix, ta nouvelle Game Boy ? Eh ben vous êtes prêts ? On va tabler sur du 1500 euros. Ouais, quand même. Ah, Ouais. Mais ils se font Pas plaisir. à la portée de tout le Ils se monde. font plaisir. Ouais, non. Ça paraît cher en soi, mais c'est pas un produit qui s'adresse au grand public pour le moment. Je dis bien pour le moment, hein, bien sûr. Une technologie coûte cher à son lancement, c'est normal. Mais d'un autre côté, ça reste aussi moins cher que le premier Galaxy Fold qui coûtait 2000 euros pour un produit tellement fragile qu'il fut dans un premier temps retiré de la vente pour être solidifié. Alors je lance le débat, est-ce que vous seriez prêt à acheter un smartphone qui se plie, au-delà de l'argument prix, bien sûr. Absolument pas. Vraiment, je vois pas du tout l'utilité d'avoir un téléphone qui se plie, à part si vraiment ça évite la casse. Mais ce qui est pas le cas, puisque tu nous as dit qu'ils ont dû... Les charnières ont été solidifiées depuis, hein, bien sûr. Ouais, mais bon. Mais en soi, l'idée ce serait surtout d'avoir un écran encore plus grand que ce qu'on a habituellement, sachant que nos smartphones deviennent vraiment de plus en plus grands, quoi. Mais autant acheter une tablette du coup, ça. pourquoi ne pas... Pourquoi Bah, faire yes. mumuse avec un gadget, j'ai envie de dire. L'idée c'est d'avoir une tablette qui se met dans la poche. Ouais voilà c'est ça, je pense que t'aurais genre la tablette et le téléphone, ça pourrait faire les deux, mais du coup Voilà. je vois pas beaucoup l'intérêt, surtout de payer 1500 euros pour ça. À mon Mm. avis, les nouveaux usages apparaîtront avec la généralisation de cette technologie. C'est que pour l'instant, déjà nos téléphones sont un peu grands. Mm. C'est même pas jouable d'avec une main essayer de faire tout l'écran. C'est que si on se retrouve avec des mini tablettes ou des maxi smartphones, ça va être injouable. Puis surtout, plus c'est grand, plus c'est facile à voler, n'est-ce pas, Maxime? On te le fait T'es pas vraiment dire, obligé de mettre ça Mathilde. sur la table ? On te le fait pas dire, il est vrai.
Bon, on vous fera un petit update de la conférence après qu'elle ait eu lieu pour vous dire ce qu'il en est. On va rester dans le téléphone et on va faire un truc un peu plus insolite. Cette fois, c'est Angélique qui va nous parler de trafic. Alors oui, exactement. Alors de trafic, oui, non. Un petit point, circulation. Effectivement, ça aurait été bien utile si vous vous trouviez à Berlin ce lundi. Alors, je vous fais un petit rappel technique, même si j'imagine que tout le monde dans l'équipe ici connaît Google Maps. C'est bon, ça va ? Ouais. Ouais, ça va. Donc bon, je réexplique pour ceux qui habitent au fond d'une grotte. Google Maps, c'est une application qui te permet de ne pas finir à l'autre bout de l'île en fin de soirée par exemple. Et pour celles et ceux qui l'utilisent en voiture, vous savez que le GPS détecte les embouteillages et vous redirige vers un autre chemin moins bouchonné lorsque c'est plutôt bien bloqué. Eh bien, figurez-vous que ce lundi, Google Maps s'est pas mal alerté face à quelques embouteillages dans les rues de la capitale allemande. Jusque-là, rien d'anormal, les bouchons, ça prend pas de vacances. Mais là, les fameuses rues encombrées, elles n'étaient pas si encombrées que ça. Il n'y avait pas plus de voitures qu'à la normale. Il y avait juste un homme qui tirait un petit chariot rempli de 99 smartphones, tous connectés au service de localisation de Maps. Alors cet homme, c'est pas n'importe qui, rassurez-vous, c'est un artiste qui s'appelle Simon Weckert et qui a voulu mettre en lumière l'impact des services virtuels que nous utilisons tous les jours sur le monde réel. Alors l'info, elle a été relayée littéralement partout dans le monde, en France, évidemment en Allemagne et même en Inde. Donc ça a fait aussi rire les développeurs de l'application qui ont trouvé le tour de Simon assez ingénieux, on va dire. Alors après, la question qu'on se pose, c'est comment il s'est procuré 99 smartphones. En tout cas, c'est pas des Z-Flip vu le prix, je pense. Il y a peu de chance. Moi je trouve ça hyper intéressant, ce gars est génial. T'imagines que le gars se réveille le matin et s'est dit je vais prendre 99 téléphones pour créer un embouteillage sur Google Maps. C'est génial, c'est un génie ce gars-là. J'aimerais bien avoir son idée. Et puis en soi, ça démontre parfaitement comment fonctionne Google Maps. Enfin, Ouais, voilà, c'est c'est ça. exactement le but de son idée. Donc maintenant, si vous voyez un passage en rouge sur Google Maps, vous pouvez, ce sera peut-être des bouchons, mais ce sera peut-être aussi un mec qui est en train de promener ses téléphones avant d'aller dormir. Qui c'est Simon Wecker en France bientôt Bientôt à l'île de passage. C'est ça. Sur le périph' parisien, ce serait bien marrant. Bon, c'est pas C'est possible, déjà c'est impossible assez ça. Mathilde, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est ton moment? Bah moi je suis partie sur quelque chose d'ultra positif, c'est une bonne nouvelle, de quoi nous remettre le sourire aux lèvres. En fait c'est une histoire assez improbable aussi, qui est arrivée aux États-Unis. Il y a une femme qui a réussi à retrouver son chien perdu depuis 3 ans, 3 ans quand même, grâce à une campagne publicitaire pour de la bière. De la bière, ouais. En tombant par hasard sur l'encart publicitaire internet, elle reconnaît son chien qui prenait la pause sur une canette. Et cette campagne résultait d'un partenariat entre le refuge des environs et la marque de bière. Et la femme, elle a directement appelé le refuge et après vérification de la puce du chien, il s'est avéré que le chien était bien le sien. Donc comme quoi, l'alcool, ça rapproche, même s'il faut le consommer avec modération. Alors moi j'ai une question. Comment la femme en question savait que c'était son chien? Parce que techniquement, les races de chiens, un chien, si c'est la même race, ça se ressemble. Donc pourquoi, comment? C'est un truc de propriétaire de chien. ça. J'ai un chien, mais je ne comprends pas. Oui, tu c'est l'aimes dans pas le assez, cœur. c'est pour ça. C'est pour ça. Ah bah d'accord. S'il disparaît, peut-être que tu t'en rendras compte aussi. On n'espère pas quand même. Ah, on va espère pas pas. le Pas, souhaite évidemment. On va continuer à parler de belles histoires, même si celle-là vient d'un destin un peu plus tragique, avec Brian qui va nous parler de la regrettée légende du basket Kobe Bryant. Merci, alors en bon fan de basket et surtout de NBA, je vais encore une fois vous parler de Kobe Bryant. Je pense que vous l'avez très bien entendu la semaine dernière, il a été grandement retransmis. Mais surtout l'hommage émouvant que lui a réservé le mythique Staples Center à Los Angeles vendredi dernier. Beaucoup de clubs, sports ou sportifs ont rendu hommage à toute la semaine à la légende du basket, pourtant c'est celui de sa maison, comme il l'appelle, que tout le monde attendait, on n'a pas été déçus. Donc en fait c'était le premier match qu'il a fait à domicile, vu que auparavant ils ont été annulés ou reportés, les joueurs ne pouvant pas jouer, ou même les dirigeants ne voulaient pas qu'il y ait du match en hommage à ce tragique accident. Les préparatifs de l'hommage s'annonçaient déjà colossaux, et en effet d'ailleurs tous les joueurs ont eu la possibilité d'avoir un maillot. Ils ont eu la chance de retrouver un petit maillot Kobe Bryant sur leur chaise. Mais la place habituelle de Gianna Bryant, sa fille, qui était aussi lors de ce tragique accident, est restée aux couleurs de son équipe, les Mamba, à l'image de son père du coup. Même exercice pour les joueurs des Lakers qui ont tous arboré le numéro de leur légende. Les initiales KB sont aussi magnifiées au milieu du parquet à l'endroit des sponsors en temps normal. Ça a été difficile en plus apparemment de négocier ça, mais ça rendait les parquets hyper jolis. Le violoniste de l'orchestre philharmonique de Los Angeles, Ben Mong, a aussi joué de son instrument, pendant que les écrans géants passaient les meilleurs moments du quintuple champion NBA. On a aussi vu Wiz Khalifa et Charlie Puth pour interpréter leur musique See You Again à la mi-temps.
Pour finir, on ne retiendra que les mots de LeBron James. Les Lakers sont une grande famille. Ce soir, on ne fait pas une commémoration, on le célèbre. On célèbre ce jeune gamin qui est arrivé à 18 ans aux Lakers, qui a pris sa retraite à 38 ans aux Lakers et est devenu le meilleur père que nous n'avons jamais eu. Et une sacrée légende du sport, mine de rien. Évidemment. Pour finir ces moments de la rédac, je vais faire un petit point média. Alors ici on va parler Web TV. Déjà, pour les plus anciens, qu'est-ce que c'est ? Une Web TV, c'est comme une chaîne de télévision, mais c'est exclusivement sur internet. Donc le lundi 3 janvier, c'était le lancement de Le Live. C'est un projet porté par Webedia, à l'entreprise où on retrouve quelques noms connus du style McFly et Carlito, Squeezie ou Cyprien, pour ne citer que. Le projet Le Live a été annoncé en grande pompe par Thierry Boyer, le directeur de ce nouveau programme, avec plus de 50 heures de contenu par semaine. On y retrouve énormément de personnalités publiques, ça va de Bilal Hassani à Michel Simès en passant par Kevin Razi, Thomas Touroud pour le sport, l'humoriste Alex Ramirez ou encore l'ancien animateur radio et streamer Domingo. Bref, un beau clash des générations. C'est clair, ça change un peu. Hein. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, le lancement de la Web TV a été un immense fiasco. Entre multiples problèmes techniques entre le son et l'image, des blagues plus que douteuses sur la mort du basketteur Kobe Bryant comme on en parlait, et des moments de gêne plus terribles les uns que les autres, cette première diffusion n'a pas été au goût de tout le monde. Enfin non, pardon, elle a été au goût de personne. Et là, vous vous dites, bon, ça va, rien de problématique, c'est qu'un lancement, ça se comprend, ça va s'améliorer avec le temps. C'est là où vous faites erreur. Ça a été vraiment un fiasco total. Cerise sur le gâteau, la plateforme de diffusion Twitch a banni temporairement la Web TV, l'empêchant de diffuser son contenu. Alors est-ce que c'était à cause de tous les éléments que j'ai cités précédemment ou l'utilisation d'un mot plus que déplacé de la part de Kevin Razi, dont non, je ne me testerai pas à le prononcer, je sais pas trop. Dans tous les cas, ce ban n'a pas duré longtemps puisqu'ils sont déjà de retour et on espère pour eux que ce flop d'entrée n'annonce pas un beat total. Alors Angélique, Maxime, je sais que vous suivez un peu plus tout ça. Est-ce que vous y croyez ou pas à cette Web TV ? Bah pourquoi pas en soi, le problème c'est comme tu l'as dit que le lancement a été quand même bien foiré et ça s'est confirmé à de nombreuses reprises, si le public n'est pas là au début, il y a peu de chances qu'il arrive après. Ah là, le public n'a pas aimé du tout. Alors moi ce que j'en pense c'est qu'il y a déjà bon nombre de programmes comme ceux du stream qui ressemblent déjà à peu près à des programmes de télé. Parfois, souvent, YouTube se confond avec la télé. Donc est-ce que créer une télé sur Twitch, ça peut marcher au-delà du bid problématique ? Je ne sais pas, à voir s'ils arrivent à se rattraper ou si c'est le format qui ne colle pas. Et après qu'on soit bien clair, c'est pas cette Web TV qui est foire ou pas qui va couler Webedia, hein. Ça reste quand même une énorme boîte qui possède énormément de sites et de chaînes. En clair, c'est pas un échec, ça arrive même au plus grand. Mais vu que oui, Webedia a vu que c'est un grand, eh bien ça se voit et ça se diffuse, ça s'est très vite vu, oui. Sans perdre de temps, on va enchaîner avec les différentes chroniques et on commence par une de mes préférées, c'est l'heure de l'Oscar de la semaine. Alors l'Oscar, qu'est-ce que c'est ? Eh bien chaque semaine, un des chroniqueurs décide d'attribuer l'Oscar à une personnalité, un groupe, enfin bref, quelqu'un qui a fait l'actu en bien ou en mal. Cette semaine, on commence sur les chapeaux de roue puisque Mathilde a choisi de s'attaquer d'entrée à Gabriel Matzneff. Et aujourd'hui, notre Oscar revient non pas à une éminente personnalité, non pas à quelqu'un qui a su toucher nos cœurs, mais plutôt une personne qui a touché des innocents. On parle aujourd'hui de Gabriel Matzneff. C'était pas du détournement de mineur, c'était du détournement de majeur. On parlait de détournement de mineur, on parlait d'incitation de mineur à la débauche, on parlait d'atteinte à la pudeur. Jamais personne n'a parlé de crime. Alors voilà, là, ce sont les propos de Gabriel Matzneff sur ses agissements pédophiles lors d'une interview pour BFM TV mercredi dernier. Et donc on lui offre l'Oscar de la mauvaise foi. Mauvaise foi parce qu'il use de ses compétences avec les mots, c'est un auteur, rappelons-le, pour jouer avec le terme crime. Alors jouons sur les mots avec l'auteur pédophile. En droit français, les termes utilisés pour décrire l'infraction sexuelle entre un majeur et un enfant sont atteinte sexuelle sur mineur, agression sexuelle ou viol. Or le viol est considéré comme un crime, jugé en cour d'assises. Donc les autres appellations ne sont entre guillemets que des délits, mais dans tous les cas, elles sont soumises à la loi et donc punissables. Donc crime ou délit, ces actes ont des conséquences légales comme psychologiques. Donc ce qu'on ne peut pas retirer par contre à Matzneff, c'est sa transparence, parce que jamais il n'a tenté de cacher ses agissements. Il les dépeint même avec délectation
dans ses livres avec des titres comme Les moins de 16 ans, Les passions schismatiques ou Mes amours décomposés. Donc il parle ainsi de ses relations sexuelles avec des enfants, et j'utilise bien le terme enfant, de 14 à 16 ans, quand même. À plusieurs reprises, il a énoncé, non sans fierté, ses passions lors d'émissions littéraires, notamment celle de Bernard Pivot, Apostrophe en mars 1990. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est la catégorie hypocrisie dans notre Oscar. On peut donner cet Oscar à toutes les personnes de ce milieu qui ont été au courant à un moment, depuis des décennies, des agissements de Matzneff et qui réagissent seulement maintenant que Vanessa Springora, comme vous avez dû l'entendre, a fait entendre sa voix. Il était temps de se bouger, mais en fait c'est trop tard. Il y a prescription et les discours donnés sont périmés et ils sonnent faux. Après, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est le prix du Calimero. On a aussi sélectionné Matzneff. Ni comme citoyen, ni comme artiste, ni comme rien. En quelques semaines, je me sens détruit socialement et financièrement, et c'est une catastrophe. Du coup, je me retrouve sans aucun revenu. Je n'ai pas de fortune personnelle. Je vais survivre de la, vous pouvez dire, je vais vivre de la charité publique, n'est-ce pas? On est sortis plaisir avec quelques amis. Allez, sortez les mouchoirs. Non, ce n'est pas injuste, monsieur Matzneff. C'est ce qu'on appelle le karma, il vous revient en pleine face, de juste droit. Et pour ce qui est de l'argent qu'il ne recevra plus, sachez qu'il a gagné plus de 160 000 euros d'argent public pendant des années, 12 000 euros par an jusqu'en 2013, plus 10 000 euros de minimum vieillesse chaque année. Alors peut-être que s'il n'avait pas dépensé tout cet argent dans le tourisme sexuel, il aurait peut-être encore de quoi se payer un abonnement sur le site pornographique, histoire de calmer ses pulsions, mais de manière légale. À une Mathilde bien remontée, je pense que vous y aurez le droit souvent quand même. Ce n'est pas la seule à être remontée. Les dessinateurs qui se sont retrouvés à Angoulême pour le festival de la BD l'étaient tout autant, et c'est Angèle qui va nous en parler. Alors ouais, effectivement, Angoulême, je suis pas si en désaccord avec ce terme. Ça marche bien. Donc comme chaque année, la belle ville d'Angoulême a accueilli le festival de la bande dessinée, véritable succès et rendez-vous annuel et incontournable pour les amateurs du genre. La 47e édition s'est pourtant terminée en demi-teinte ce dimanche. Alors évidemment, le festival permet à la bande dessinée de rayonner internationalement, ce qui est toujours aussi apprécié évidemment, mais c'est peut-être le seul point positif que l'on peut souligner. En effet, il y a quand même de grosses ombres qui viennent noircir la planche de BD. Personne ne souligne ma blague, ça va. Elle est bien, j'aime bien. Donc cette année, le Fauve d'or du meilleur album de la bande dessinée, le gros prix quoi, a été décerné à Johan Locard et Florent Grouazel pour le premier tome de Révolution, une BD historique et focus sur les événements qui ont marqué la France de 1789 à 1794. On peut au fil des pages suivre l'histoire avec un grand H par le prisme du petit peuple de Paris. Donc ça c'est pour expliquer un peu le prix. Mais c'est en fait l'aspect révolutionnaire qui caractérise on ne peut mieux le contexte dans lequel s'inscrit cette 47e édition, parce que oui, les auteurs de BD sont en colère et prennent la parole. Vie en bonne santé, tu l'oublies? La retraite avant la retraite! La retraite avant la retraite! La retraite avant la retraite! Alors, en 2014, l'enquête statistique des États généraux de la BD révélait que 50% des auteurs professionnels vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Et bien en 2020, le constat est toujours aussi alarmant. Et en plus de devoir filer un gros pourcentage des ventes aux éditeurs, les auteurs se sentent rejetés par le système et déplorent leur grande précarité. Et c'est vendredi, en plein festival et sans crier gare, que de nombreux auteurs ont posé leur stylo parce que ouais, c'est arrivé, ils ont fait grève des dédicaces. Alors, on peut se demander si les lauréats du festival ont rejoint ce mouvement, et la réponse est oui. Même en ayant gagné un prix, Emmanuel Moïno est venu le choper, c'était le prix Polar, pieds nus, en déclarant qu'il se sentait plus proche des va-nu-pieds que des chaussures cirées. Et faire grève de cette manière, c'est à peu près la seule manière pour eux de faire grève. Puisque ils ne peuvent même pas faire grève en soi, arrêter de travailler, puisque sinon ils ne mangent plus rien. Techniquement, c'est un métier qui est très précaire. Et c'est quelque chose qui se voit pas beaucoup aussi s'ils le font là, puisque de toute façon les livres sont là. Exact. On va continuer avec Maxime qui s'occupe de tacler les fake news à la gorge. Vous en avez forcément entendu parler, le coronavirus sévit en ce moment un peu partout dans le monde. Il y a quelques cas en France et en Europe, et surtout en Chine où c'est l'épicentre du virus. On en a entendu beaucoup parler, mais on a surtout entendu tout et n'importe quoi, et c'est Maxime qui va nous éclairer de sa lumière.
Eh oui Baptiste, s'il y a un truc qui se propage plus vite que ce virus, c'est bien les fausses infos. Les premières qui sortent dans mon fil, ce sont celles sur l'origine du virus. Alors non, le coronavirus 2019 nCoV de son petit nom ne s'est pas transmis à l'homme parce que les Chinois bouffent de la chauve-souris. C'est une absurdité doublée de racisme. Je sais pas, le principe de la cuisson c'est justement de tuer tous les germes, donc le petit virus il survivrait pas à une soupe de chauve-souris. Et de toute façon, on ne sait pas encore comment il s'est transmis à l'homme, donc c'est pas la peine d'essayer de spéculer. Quand les scientifiques auront trouvé, je les traite de touristes les pauvres, ils nous le diront, et si ça se trouve, on saura jamais d'où ça venait. Et non, ils n'ont pas été créés non plus par les Américains pour être libérés volontairement. Sérieux, faites un effort à un moment, on disait déjà ça du VIH à l'époque. On parle de différents brevets mis en place entre 2003 et 2015, alors on va procéder étape par étape. Tout d'abord, à quoi ça sert un brevet s'agissant d'un virus ? Breveter un virus, ça permet d'acter le fait que les scientifiques ont réussi à l'isoler en laboratoire et peuvent l'étudier. En aucun cas ça veut dire qu'ils l'ont créé. Ensuite, les 2 brevets qui circulent concernent 2 autres formes de coronavirus, car oui, il y a plein de formes de coronavirus, et même certaines qui ne se sont jamais attaquées à l'être humain. Les brevets qui circulent actuellement, c'est celui du SRAS, qui a fait plusieurs centaines de morts en 2003, et celui de la bronchite infectieuse aviaire, qui, comme son nom l'indique, ne s'attaque qu'à la volaille. Notre coronavirus actuel a été découvert en 2019, autant dire que les brevets sont bien récents. Deuxième grand type de fake news, le mode de transmission. Si vous avez commandé un colis sur AliExpress ou sur Wish, pas d'inquiétude. Primo, les probabilités de transmission par objet sont extrêmement faibles, et secondo, le virus ne survit que quelques heures dans l'air, alors le temps que votre colis arrive chez vous, le virus il sera bien mort. Hein. Enfin, j'ai lu que certains estimaient que le virus aurait fait bien plus de victimes que ce qui a été annoncé. Là pour le coup je peux pas le démentir parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait plus de personnes infectées qu'annoncé parce que tout le monde ne va pas à l'hôpital pour des raisons X ou Y. Pour ce qui est du bilan, on le fera quand l'épidémie sera passée parce que comme dirait ma mère, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Quoi qu'il en soit, il y a peu de chances pour que le gouvernement cache des statistiques. Sur le plan international, le gouvernement chinois, comme n'importe quel gouvernement d'ailleurs, a tout intérêt à communiquer pour paraître fiable. Alors pour le moment, il n'y a aucune raison de paniquer, les mesures d'hygiène classiques suffisent, le virus est moins mortel que les grippes annuelles pour le moment, et les scientifiques sont au taquet pour nous trouver des solutions. Et j'ajoute que c'est pas une raison pour être raciste, les résidents français d'origine chinoise n'y sont pour rien, ils n'ont pas à subir votre connerie. Merci, bisous, merci. Et on va rappeler que le coronavirus est quand même une grande famille de virus, hein, puisque ça va du rhume à la pneumonie, pour être là. Merci Maxime. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Hein. Si vous pouvez essayer de suivre les comptes Twitter du style Check News ou Fake Investigation Même leur pour site, vous prémunir de tout ça, c'est vrai. Ou alors, si vous pouvez, vous nous écoutez toutes les semaines et on vous ramènera dans le droit chemin. Mais c'est vrai, je tiens à préciser, il y avait une vidéo qui avait tourné d'une dame qui mangeait en fait une chauve-souris, et en fait cette vidéo elle a été prise il y a 3 ans dans un autre pays, et elle a été ressortie là avec le coronavirus en disant que c'était quelqu'un qui mangeait cette chauve-souris maintenant et en Chine. Voilà, comme ça. Donc ça arrive checkez bien les check news, il y a les décodeurs aussi. C'est ça, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, il y en a Il pas y a de mal, quoi donc trouver. n'hésitez pas, sinon vous allez vous faire des frayeurs et vous allez tomber dans la parano. Et maintenant, il y a Actualis aussi si vous voulez suivre tout ça. Exact. N'allez pas plus loin. C'est maintenant à Brian qui va nous débriefer le dernier Super Bowl. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, le rendez-vous le plus attendu des États-Unis s'est passé dimanche à Miami dans le Hard Rock Stadium. Je sais pas s'il y en a de l'équipe qui ont regardé le match. J'ai regardé après. le concert. Il Ah. était tard. Ouais, Mais c'est en replay. C'est un peu tard, c'est vrai que c'était à l'heure américaine. Donc plus qu'un simple match de football américain, c'est avant tout le dernier match de la saison NFL, donc la Ligue américaine de football américain. Cette année, le Super Bowl opposait les Chiefs de Kansas City aux Niners de San Francisco. Après une superbe remontée, c'est bien la franchise des Chiefs qui sera champion sur le score de 31-20. Une assez grosse remontée, on verra. On pourra noter que c'est le quarterback Patrick Mahomes qui sera élu MVP. Âgé de seulement 25 ans, on n'avait pas vu un aussi jeune joueur gagner ce titre depuis 35 ans. Je ne m'attarderai pas sur les détails car ce n'est pas le plus intéressant. Comme je l'ai dit précédemment, ce match est tout sauf un simple match de football américain. C'est un énorme show diffusé à travers 180 pays et traduit en 25 langues, dont la France et le français. C'est donc un énorme poids économique et politique. Pour vous donner une idée concrète, 19 des 20 meilleures audiences aux États-Unis sont des éditions du Super Bowl. Cette année encore, 110 millions d'Américains et 160 millions à travers le monde ont regardé cet événement grandiose, principalement à partir de la mi-temps, qui avait pour invité cette année les chanteuses Shakira et Jennifer Lopez. Véritable bombe sur les réseaux sociaux, le sujet est passé en top tweet, notamment dans notre bon pays français et dans beaucoup d'autres pays du monde. Mais c'est Shakira qui revient le plus souvent, notamment grâce à son déhanché parfaitement retransmis dans tous les écrans géants du stade.
Les Français ont des débats aujourd'hui visant à écarter les femmes de cette vision d'objet de désir, mais c'est pour les Américains une manière de faire de l'audience et ils ne s'en cachent pas, notamment le président de la NFL qui a parlé de ça lors de son discours. D'un point de vue économique, toutes les marques cherchent à avoir leur place dans les pubs de cet événement diffusé dans le monde entier. On aura bien sûr toujours les marques comme Heinz, le ketchup, ou Doritos, les chips américaines, souvent favoris dans cette guerre du visionnage et qui augmentent leur chiffre d'affaires à chaque édition. Cette guerre a d'ailleurs un prix, car chaque édition du Super Bowl, on aura un nouveau prix du coup pour des pubs, et au bout de 30 secondes de pub, la marque devra payer 5,2 millions de dollars. Ça fait une somme assez conséquente, mais comme je l'ai dit, elle est visionnée par plus de 200 millions de personnes, ce qui est complètement rentabilisé, surtout pour le marché étranger. On remarquera aussi qu'au final, la NBA gagnera environ 100 millions de bénéfices grâce à l'événement et aux places que je parlerai plus tard. La NBA. La NFL. La NFL, c'est à force de parler de Kobe juste avant, merci Baptiste. Mais ce ne sont pas les seuls qui profitent de cet événement et je laisse le soin à notre équipe de trouver quel type de produit gagne le plus d'argent avec le Super Bowl. Oh, ça sent la nourriture quand même. Ouais, c'était de la nourriture, les fast-food, Ah, les fast-food, non, parce qu'ils diffusent pas souvent en général le Super Bowl, mais ça pourrait. Les céréales avec les effigies de joueurs, tout ça. C'est pas loin, mais c'est presque pas ça. Ça se consomme à la maison du coup. Oui, ça se consomme complètement à la maison. des trucs pour consommer devant le Il Super faut Bowl. bien penser à quelque chose d'un peu beauf. Bah, des chips et de la Ah, bière. Voilà, De c'est la tout à bière, fait ça. C'est surtout les marques de chips et de bière qui sont les plus redevables à cet événement. Pour vous donner une idée, pour la bière par exemple, on estime à 51,7 milliards de packs de bière, donc plus de bière du coup dans le pack, achetés le jour du match pour le Super Bowl, exclusivement pour cet événement. Rappelons que l'alcool est à consommer avec modération. Surtout, Merci. les Américains n'ont peut-être pas assez entendu cette consigne. Pour la fin de ce dernier point, j'aimerais quand même rajouter que le Super Bowl est aussi un événement patriotique. Alors, je ne peux pas tout vous énumérer tous les éléments qui en font un élément comme celui-ci. On a par exemple 2 fois l'hymne américaine, parce qu'il y a 2 équipes, c'est normal, après tout, ils sont tous les deux d'Amérique. Les enfants portent un drapeau à l'effigie du coup des USA sur leurs vêtements, pendant le show de la mi-temps, tout comme Jennifer Lopez, qui n'a rien à voir avec les États-Unis, mais qui a pourtant une cape de plumes aux couleurs des États-Unis. On retrouve aussi de la politique pendant les pubs, on y voit par exemple 2 spots de campagne pour les présidentielles, l'un de Donald Trump, l'autre du démocrate Mike Bloomberg. L'un fait l'éloge de l'Amérique en affirmant qu'elle n'a jamais été aussi prospère, je laisse à mon équipe deviner qui est cette personne. On le connaît. L'autre diffuse un témoignage d'une femme qui a perdu son enfant à cause d'une arme à feu. 10 millions de dollars chacun ont dû être dépensés pour ces pubs de 1 minute. Ça fait cher la seconde, mais comme je l'ai dit précédemment, elles seront largement diffusées. Et cette année, ils ont une importance toute particulière avec les élections qui arrivent et en pleine primaire des démocrates. C'est ça, mais même en dehors des éditions justement qui arrivent au moment des élections présidentielles, il n'est pas très rare de trouver justement des spots comme ça, rien que pour affirmer. Par exemple, Donald Trump avait fait un spot l'année dernière aussi pour affirmer son statut de président. Parce qu'on l'oubliait un petit peu ces temps-ci, Donald Trump. Justement, on avait une certaine anecdote qui fait d'ailleurs le tour dans le parti républicain et qui fait beaucoup rire les démocrates. C'est que Donald Trump aurait demandé à ce qu'on allonge la durée de son spot pour ne pas avoir l'air ridicule face à celui des démocrates, posté quelques heures avant sur les réseaux et qui était un peu plus grand que le sien, un peu plus longue durée que le sien. Bien sûr, mais ce bon vieux Donald Trump ne fait pas que jouer à qui est la plus grosse, il crée aussi une vague de reproches à cause de ce tweet. Je vais voir si l'équipe arrive à peut-être comprendre pourquoi il a fait scandale. Il dit du coup, bravo au Kansas City Chiefs pour ce très beau match, cet incroyable retour malgré la pression. Vous représentez si bien le grand état du Kansas et dans les faits, tous les États-Unis. Notre pays est fier de vous. Un bon message patriotique, est-ce que vous aurez compris où il a fait l'erreur ? Il a fait des fautes d'orthographe. Ah, il aurait pu, mais non. Ça n'a pas l'air d'être un très bon. Il n'a pas l'air d'être très bon en géographie. Voilà, c'est ça. En fait, comme son nom l'indique, pour ceux qui ne sont pas trop experts dans la géographie américaine, comme notre cher Potus, je vais vous expliquer. Kansas City ne se trouve pas dans l'état du Kansas. Il se trouve juste à la frontière entre le Kansas et le Missouri. Erreur vite corrigée, bien sûr, mais qui a eu le temps d'indigner la plupart de la population de Kansas City. Le mal était fait, bien sûr. Bon, après, beaucoup de partisans de Donald Trump ont réagi et ils ont quand même ajouté que la ville était démocrate, ce qui refait, on s'en intéresse pas, du coup. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en Belgique, c'est une chaîne payante qui a le monopole sur la diffusion du Super Bowl, ce qui a forcé TF1, le diffuseur français, à diffuser une interlude pour ses téléspectateurs belges pendant toute la durée du Super Bowl. Pour finir, si vous voulez assister à ce match, rien de plus facile, il vous suffira de réserver 1 an en avance, si vous voulez un petit peu, et de débourser la modique somme de 8 000 € en moyenne. Alors 1 an en avance, ça me choque pas parce que c'est le cas pour plein d'événements, mais alors 8 000 € pour qu'il y en a qui dorment au Super Bowl, puisqu'on a vu pas mal d'images de gens qui dorment tranquillement. C'est une moyenne après, il y en a beaucoup qui sont peut-être moins, mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui sont en dessous du 6 000. C'est très loin, surtout pour les écrans qui sont tout loin, le Hard Rock Stadium est très très grand, donc du coup c'est très compliqué de voir sa place. Ça fait très cher la chambre d'hôte. Hein. Mais on va enchaîner parce qu'on est quand même déjà en retard, on arrive à être en retard même en enregistrant, et on va partir sur le quiz, où je vais pouvoir maltraiter mes chroniqueurs.
Alors, pour le quiz, n'hésitez pas à participer avec nous. Je pense que vous arriverez à être plus rapide que les chroniqueurs, ça devrait aller. Merci, allez. On va voir. Crois en nous, sympathique et crois On en va nous, voir, on va vraiment. voir ce que ça donne du coup. Alors, on commence. Première question. Quel est le nom de l'actuel secrétaire d'État chargé des retraites? Allez, on va dire Max. Laurent Désolé, Petrajewski. Pietraszewski. Bonne réponse. Franchement, Un ça s'est point. préparé, je trouve pas ça trop normal. Moi. Je pense qu'il était Ouais, déjà. Il est Ok. arrivé à Prends dire des des questions. questions. Non, Ouais, non, ouais. Ouais, on Il va y a eu voir. une fuite, moi je vois ça. On va voir. Non, il Point n'y a pas de bonus. suite. Point bonus sur cette question. Quel était le nombre de mandats que M. Delvoye, l'ancien haut commissaire aux retraites, a cumulé 12. en comptant celui de haut commissaire aux retraites? 13. 13 du Non. 11. Non. Oh bah j'ai Bon, arrêté c'est de plus faire déjà Ça va, c'est pas le juste prix non plus. Bah, retrouver. j'aimerais bien On savoir. va dire un plus ou moins, genre juste. Plus. 22. Ah non, 15. moins. 14. 14. J'étais pas loin au début. J'ai Hein. entendu Angèle en premier. J'étais pas loin. Un point pour Maxime, un point pour Angèle. On continue. Vendu. C'est pas vrai. En quoi la date du 2 février 2020 était une date particulière? Maxime? Parce que c'était un palindrome, quel que soit le format de date. Exactement. Alors pour nos auditeurs, une date palindrome, et on en a parlé tous ensemble en plus, c'est une date qui peut se lire dans les deux sens. Alors que ce soit la date à l'américaine, c'est-à-dire avec le mois, puis le jour, puis l'année, ou la date comme en français avec le jour, puis le mois, puis l'année, on peut les lire dans les deux sens. C'est un peu comme le principe, comme le mot kayak si vous voulez. Brian, tu as quelque chose à rajouter ou... Oh non, je rajouterais juste que Baptiste et Maxime ont passé un petit peu de temps ensemble avant l'émission. Enfin, je dis Celle-là- ça, je dis rien, mais après, Celle-là, voilà, elle va ça être pour reste, toi. Alors on va faire un tour de table. Je suis C'est-à-dire obligé de la que- réussir là, du coup. C'est un Ah peu là, chiant. t'es obligé de réussir. Je compte sur toi. C'est un tour de table. Donc vous allez devoir citer chacun un joueur de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Oh putain. Et ceux qui n'en trouvent pas sont éliminés. Alors là, le sportif, t'as intérêt. Hein. On compte sur toi. Je vais avoir du mal face à Mathilde. Alors on va commencer par Maxime. Et on va partir dans Merci. le sens des aiguilles du Bon, monde. allez, je vais prendre le plus obvious. Kylian Mbappé. Mbappé, c'est bon. C'est à Angèle. moi, c'est à moi. Pavard. Pavard, c'est bon. Paul Pogba. Paul Pogba, c'est bon. Griezmann. Griezmann, c'est bon. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'est bon. Attendez, je cherche dans la chanson de VG Dream là. Samuel William Umtiti. Umtiti, c'est bon. Giroud. Giroud, c'est bon. Giroud, bien joué, j'allais le sortir. Tu me déçois. Hernandez. Hernandez, c'est bon. Mandanda. Mandanda, c'est bon. Attendez. Kipembe. Kipembe, c'est bon. L'entraîneur là, Non, pas d'entraîneur. il a pas gagné lui. Si, mais c'est Didier pas un joueur. Deschamps, voilà. C'est pas un joueur, On Mathieu. nous souffle dans les Il a oreillettes. été joueur, il a gagné la Coupe du Monde. Ça souffle dans vos oreilles à la régie ou... Non, 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 non. Non, j'ai cru. Favoritisme. Donc Mathilde, c'est éliminé. Hein. Pas de Ah. Didier Deschamps, Ah. c'était les joueurs. On parle de foot aussi. Ah, Non, mais il en il, faut a pour gagné tout le monde. il a gagné la Coupe du Oui, Monde. mais j'étais des 80. joueurs. Oui, 2018. 4. Oh ouais, mais c'est non. Eh oui, eh oui. On continue, Brian. Un petit Nabil Fekir. Nabil Fekir, c'est tout bon. On va rester dans les gardiens, Lloris. Dioris, c'est bon. Tolisso. Tolisso, c'est bon. Rami. Rami, c'est bon. Alors, j'ai très peur de dire une connerie. Il en mais reste plus Thauvin. beaucoup. Hein. Thauvin, c'est bon. Il a pas beaucoup joué, mais c'est bon. Il en reste plus beaucoup et il y en a combien encore là? Alors, Tu vous peux m'avez refaire perdu un- un peu, mais il en reste que très peu. Il reste combien là? Ça me laisse le temps Alors, de chercher. Il dans reste, la tête. il reste un gardien. Ouais, le gardien c'est bon. Il Il reste reste qui d'autre encore? 2 attaquants. Oh. Et je crois qu'il reste 2 milieux, si je dis pas de bêtises. Moi je lâche ici. C'est fini, Angèle? Ouais. Rien du tout, éliminé. Non. Dembélé. Ah Dembélé, oui. c'est bon. Ah putain. Ah, je vois sa tronche en plus. Non, il me reviendra pas. Ah, c'était une victoire. Un dernier, Brian, pour confirmer cette victoire. Areola. Areola, c'est Ah tout bon. oui. On voit les gens qui font des études de sport. hein. Voilà. alors ça crie au favoritisme, mais après, moi. J'ai glissé un petit billet dans sa poche. Faut bien finir les fins de mois correctement. On continue. On a parlé BD tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'origine du dessinateur de la BD de Tintin? Bah, Je crois que c'est Max en premier. Non, c'était Mathilde. Mathilde, Moi je dirais qu'il est belge. il est belge. Est-ce que Ouais. tu as son nom? Pas du tout. RG. Merci. RG. RG, Georges Rémy de son nom complet. Bien. Oh, Alors, ça fait du du coup, zèle. on a 2 points pour Maxime. Angèle, rien du tout encore? Bah si, j'ai un point. C'est quoi? Mais c'est le deuxième point, c'est avec les mandats de Leroy. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oubliez pas. C'est vrai qu'on a joué au juste prix. Oui. Une petite dernière pour le plaisir. Allez, 2 dernières. Quel pays a pour capitale Kuala Lumpur?
Et là, un gros blanc parmi l'équipe. hein. Alors la géographie Non, à je sais, retravailler. je hein. sais. La On géographie n'est pas critiquait bonne. Trump tout à l'heure, hein, mais j'ai envie de dire, on n'est pas meilleur. En Les Asie du Philippines. Sud-Est. Les Philippines, Non, c'est pas loin. l'Indonésie, Non, c'est toujours pas loin. pas la Thaïlande, mon bien sûr. Non. C'est très proche. Vietnam? Non. Non. Ah. Vous tournez autour. Ah, je l'ai. mince. Encore Laos. deux réponses. Laos? Non. Plus qu'une réponse pour l'équipe. Je Non, sais c'est pas. fini. On est mauvais. On est mauvais, Ouais, c'est On va affligeant. faire, Ah faut là faire là. une concertation là. Il reste C'était- plus que ça, Attendez. là. Attendez. Qu'est-ce qui reste comme pays dans le centre là? Dans l'Asie du Sud-Est, qu'est-ce qui reste? Donc maintenant ça joue en équipe, hein. Il y a plus de. C'est vous tous contre moi, j'ai bien Et je compris. tiens à préciser que la régie est morte de rire, hein, mais ils nous aident pas beaucoup. Ouais, mais ils ont internet la régie. Tu peux me donner la première lettre ou C'est un M. Ah, la Malaisie? La Malaisie, bravo Angèle. sûr. Allez, une dernière, on revient plus près. Quel est le plus grand fleuve de France? Le La Rhin. Loire. Alors c'est le Rhin, c'est validé pour Angèle. Les yeux. Et notre gagnant, c'est quand même Bravo. Angèle. Hein. Alors ça se cumulera au fur et à mesure des émissions. Hein. Ce n'est pas que sur celle-ci, on verra à la fin de la saison comment ça se passe. On note les points. de gloire, mais non. C'est la fin du coup de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe et puis on se dit rendez-vous bientôt. Et salut. Salut à tous. Salut à tous. Salut.